Hi, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de la vidéo précédente où je vous parlais de mes pires lectures de l'année 2019. Cette fois-ci, on va parler des meilleures. J'ai eu 10 coups de cœur cette année et ensuite j'ai eu 7 bonnes lectures et je ne sais pas selon la longueur de la vidéo si je vous inclurai tout d'un coup ou si je fais déjà les coups de cœur. Ensuite j'ai très bonnes lectures. On verra tout ça. Normalement si j'ai bien fait mon travail vous devriez voir cette vidéo pour Noël ou le réveillon, je ne sais pas. Pour ma part je suis au travail. Mais ça n'enlève en rien à la magie de Noël, je vais prendre soin de mes patients, je vais être leur équivalent de leur famille, en tout cas de leurs proches pour cette journée-ci. Et c'est pas plus mal parce que je suis avec des collègues que j'adore. C'est important de prendre soin des personnes qui ne sont pas en capacité d'aller chez leurs proches ou qui n'ont plus de proches. Ou peu importe, on n'est pas là pour parler de mon travail, on est là pour faire le petit classement, donc c'est parti. Il n'y a pas de meilleur et de pire, c'est juste des coups de cœur. Pourquoi est-ce que j'ai un coup de cœur? On ne sait pas. Parfois c'est juste la bonne lecture au bon moment, parfois c'est l'histoire qui me touche, parfois c'est juste mon cerveau qui trouve que c'est le meilleur roman au monde. Donc voilà, c'est tout. On va commencer tout de suite avec des lectures en VO. J'ai essayé de faire un petit classement par genre. Donc là on commence par la VO. Forcément, je vous avais un petit peu teasé, mais... Oh, Heartstopper, Nick and Charlie, comment passer à côté. Alice Oseman est une autrice que j'adore. Maintenant que je l'ai vue, j'ai ma petite dédicace dedans, je suis si contente. Bref, vous avez dû le voir passer partout. Si vous êtes hétéro, vous êtes peut-être pas sensible à ça. Si vous êtes une personne queer, vous êtes forcément sensible à ça. C'est juste une romance toute mignonne sur Nick et Charlie. Il est question de coming out dedans, d'acceptation, de cette question de genre. De dépression, d'anxiété aussi, de troubles du comportement alimentaire parce que c'est le cas d'un des personnages. Et voilà, c'est très très mignon, c'est pas extraordinaire, c'est pas la lecture de l'année. Hein. Il existe maintenant en français, mais quoi qu'il arrive en anglais, voilà. Le graphisme est très très simple. Enfin, je vous ai montré une photo de Tori. Le graphisme est très très simple, vous voyez, on a peu de dessin en arrière-plan, mais j'aime beaucoup, j'adore Alice Oseman, c'est l'une de mes autrices préférées, j'ai hâte de lire le tome 3, ça se situe en partie à Paris, donc hâte de voir ça. J'ai aussi hâte parce que en février va sortir Loveless d'Alice Oseman, la même autrice, et j'ai trop hâte de le lire, surtout que maintenant je me suis rendu compte que je pouvais le lire en anglais, j'avais genre zéro souci avec ces romans, donc voilà, j'ai très beaucoup hâte. C'était l'une de mes meilleures lectures de l'année, je vous saoule tout le temps avec, c'était très mignon. Mais ensuite est arrivé un autre roman graphique que vous avez dû voir passer parce que maintenant il commence à passer, hein, parce qu'à l'époque il n'y avait personne qui en parlait. C'est Bloom de Kevin Penata et de Savannah Ganucho. C'est un roman graphique encore une fois où toutes les pages sont bleues. Pardonnez-moi aussi pour la luminosité, mais comment vous dire que je filme ça le 23 décembre, il est 16h30 et ça commence déjà à décliner le soleil, donc on mettra un petit peu de luminosité, on fera en sorte que ça fasse un petit peu plus, voilà. Oh là là, mon dieu, il faut que je vous parle de Bloom. Alors vaut mieux le lire en été parce que c'est plutôt une lecture estivale pour le coup. On suit... Je ne sais plus les noms des personnages. Donc on suit Harry qui a un groupe de rock et qui a envie de vivre de sa passion de la musique, sauf que son père est boulanger et lui dit c'est hors de question que tu partes. Harry se défend, il a non je vais aller vivre mon rêve, ça va être trop bien, je pars avec mes meilleurs potes. Et son père lui dit écoute, je te laisse réaliser ton rêve si tu trouves un remplaçant pour la boulangerie. Et du coup Harry va faire passer des entretiens d'embauche et Hector qui est juste là va débarquer. Et c'est trop mignon. Si vous avez Heartstopper, vous allez adorer celui-ci. Alors pour le coup on est sur un vrai gros roman graphique. Alors déjà il est question de boulangerie, donc les gars, la bouffe, voilà, les pâtisseries. Alors ok, on se trouve pas en France, mais quand même, ça donnait très envie. Et c'est surtout, regardez le graphisme, on est sur quelque chose de beaucoup plus, entre guillemets, professionnel, qualitatif que Heartstopper. Donc c'est un peu plus travaillé, c'est même carrément plus travaillé. Et c'est tout mignon, choupidou. Vraiment j'aime beaucoup Heartstopper pour les questions de genre, d'acceptation de soi et le côté très mignon de la chose. Dans Bloom on est surtout sur les attentes des parents, ce qu'ils veulent pour nous, ce qu'ils envisagent pour nous et ce que nous on veut pour nous-mêmes. Le fait qu'il y ait des problèmes de communication entre parents et enfants, je pense que c'est le quotidien de tout le monde. Donc voilà, c'est hyper intéressant, c'est très parlant et voilà, je me suis beaucoup retrouvée là-dedans. Il y a beaucoup d'autres questions, d'autres sujets qui sont soulevés. J'ai pas envie de tout vous spoiler, mais voilà. C'était très mignon, il y a eu petite larmichette parce que j'ai un cœur d'artichaut et voilà, c'était très mignon. Et je vous en ai pas assez parlé et vraiment j'ai vraiment adoré cette histoire, je vous la recommande à 40 000%. Voilà, c'est très mignon, c'est très abordable, c'est en anglais encore une fois, mais c'est vraiment abordable, ça reste un roman graphique. Et vraiment si vous voulez commencer en anglais, commencez avec les romans graphiques parce que c'est ce qui est le plus simple, parce qu'il y a peu de dialogue et qu'il faut faire des choses un peu plus entre guillemets familières ou courantes. On enchaîne avec le young adult, cette fois-ci il n'y a que du français. Fallait que je le mette hein, quand même, vous avez entendu parler de ce livre parce que j'arrête pas de le mentionner, mais Level Up de Katie Yardley, roman chéri d'amour, très court, PKJ n'en parle pratiquement pas alors qu'il est génialissime. On suit ici Tessa
qui est une nana hispanique où toute sa vie c'est son travail. Elle travaille dans l'univers des jeux vidéo, mais elle a un niveau inférieur, enfin elle n'a pas un rôle très important, pas un poste très important. Pourtant elle a les possibilités, c'est juste qu'elle s'en croit pas capable et que elle est entourée de mecs parce que milieu très misogyne, très sexiste, et du coup elle peut pas faire ses preuves et ça l'énerve. Et elle déprime devant Netflix en faisant des Skype avec sa meilleure amie. Alors comment vous dire que je me suis fortement identifiée à elle. Et elle est en colocation avec, comment il s'appelle, Adam qui travaille dans la même entreprise qu'elle. Et lui, sa copine vient de le quitter, il est très mal. Et je ne sais plus par quel moyen ils vont devoir se rapprocher. Je crois que c'est un défi avec les meilleurs potes d'Adam, je ne sais plus du tout. Toujours est-il qu'ils vont devoir se rapprocher et il va devoir aider Tessa à faire un logiciel ou un jeu vidéo ou que sais-je, je ne sais plus. Et c'est génialissime, ça aborde tellement de questions. En fait on a vraiment la culture hispanique dans le sens où Tessa, elle, son rêve c'est d'avoir une carrière. Elle se dit mais j'aurai un mec, j'aurai des enfants plus tard, mais je m'en fous, pour le moment ce qui compte c'est ma carrière. Ce qui compte c'est de me sentir épanouie, ce qui compte c'est mon bonheur et tout. Et ses parents c'est genre non 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 non. Alors on les voit pas directement mais Tessa en parle beaucoup. Sa mère elle vient, du coup c'est une famille hispanique où il faut avoir des enfants, enfin il faut entre guillemets avoir des enfants assez tôt, où la femme est là pour faire à manger, pour faire le ménage et l'homme est tranquillou, rapporte l'argent à la maison. Tessa correspond pas du tout à ça, du coup elle déçoit entre guillemets ses parents. Ouais, on a un peu la même thématique que Bloom mais c'était hyper intéressant. Et surtout la romance est génialissime parce que pour une fois le mec c'est pas un bad boy, genre un peu de son, un peu ténébreux, genre Adam il est complètement sain. Et j'adorais une scène parce qu'à un moment donné, Tessa elle est bourrée, elle est fatiguée et ils s'embrassent et genre il lui met un gros stop en mode c'est pas ce que tu veux vraiment, attends d'être sobre, attends d'être bien pensante, quoi, d'être bien remise de tes émotions et après on verra ce qui se passera entre nous. Et j'étais là. C'est ce qu'on attend dans la vraie vie. C'est génial de le retrouver en romance. J'ai vraiment adoré, c'était trop bien. Et je vous le recommande encore une fois. Alors c'est une romance young adulte, donc ça reste quand même un petit peu niais, un petit peu tout mignon. Il n'y a pas beaucoup de choses en dessous de la ceinture, si vous avez du gros cul, vous n'en aurez pas dedans. Mais c'était tout mignon, et pour une fois que c'est bienveillant, pour une fois qu'il y a des thématiques bien abordées. Enfin franchement c'est un roman féministe alors que... je m'attendais pas à ça en fait, je m'attendais juste à un truc un peu geek, et en fait t'as vraiment l'univers des jeux vidéo, t'as vraiment toute cette panel là de cosplay, etc. Là-dedans, Tessa va aussi se faire des amis, il y en a une qui souffre d'anxiété sociale, c'est hyper bien abordé. Alors ok, c'est un personnage secondaire voire tertiaire, mais n'empêche que c'est mentionné et que c'est bien fait. Donc voilà, faut mentionner, et comme vous le voyez, on est un petit peu dans la diversité. On a eu des romances gays avant, là on a une héroïne hispanique, on aime. Et cette fois-ci, on va passer à un autre roman que j'ai adoré, gros coup de cœur, je vous en ai déjà parlé, mais voilà. La vie secrète de Bee de Sarah Wolf, avec, il me semble qu'il s'appelle Fitz. Non, c'est pas ça, c'est Wolf. On suit Wolf qui est un personnage bisexuel, c'est mentionné dedans, c'est absolument pas un problème, sauf pour son père, et il fait une seule remarque déplacée, absolument pas correcte, homophobe, à un moment du livre vers la fin, et c'est une seule fois, donc voilà, petite trigger warning là-dessus, mais autrement c'est complètement safe comme roman. Je suis en train de disparaître avec le soleil, tout va bien. Mais voilà, c'est un roman que j'ai adoré. C'est pas juste parce que le personnage principal est bi et a été dans une relation toxique avec un autre mec, c'est absolument pas pour ça, parce que j'en savais rien. Ce que j'ai adoré dedans, c'est qu'on suit Bi, qui a un père qui est dépressif et une mère qui... Enfin, ils sont toujours ensemble, ses parents, sauf que sa mère, elle fuit, elle est toujours en train de travailler. Me semble-t-il qu'elle est infirmière, je ne sais plus, il me semble que c'est un métier dans le corps soignant. Et en fait Bee elle adore son père et elle veut à tout prix le soigner, le guérir de sa dépression. C'est pour ça qu'elle veut faire une fac de psycho, elle c'est son grand rêve. En fait elle veut tout faire pour son père, elle lit des documentaires, elle lit des essais sur la psychologie, elle lit plein de trucs parce qu'elle veut vraiment aider son père, et je trouve cette partie, déjà la dépression est très bien abordée. Et Bee est hyper touchante comme personnage. À côté de ça, on suit trois mecs, trois frères au lycée qui font un peu la loi, mais ils sont pas des bad boys. Mais Bee, elle a plein d'a priori sur eux, et du coup c'est hyper intéressant. Et là, mon grand rêve ultime au niveau littéraire, c'est que Sarah Wolf fasse des dérivés de ce roman, et qu'elle fasse un roman sur Fitz et sur Burn, qui sont les deux frères de Wolf, qui sont géniaux, vraiment, je les adore, ils sont hilarants. Et j'ai retrouvé un petit peu un côté Half Campus, tout ça, parce que vraiment, enfin... Ce cliché de oui tu crois que c'est un connard, et en fait pas du tout, c'est juste toi qui as des a priori parce qu'il est populaire et parce qu'il est beau, et il y a plein de choses dedans, et c'est très bien fait, c'est très bienveillant, et j'ai beaucoup aimé. Le dernier young adulte que j'ai à vous présenter, c'est Le secret du colibri de J. Robin Brown, dont je vous ai déjà parlé il y a pas très longtemps. Je l'ai adoré, et je vous jure maintenant que j'ai le papier, j'ai le document, j'ai le livre entre mes mains, je n'arrive plus à parler. Je le trouve encore plus beau, vraiment, il y a... Attendez, il y a des dessins dedans, les enfants, regardez-moi ce canard comme il est joli. Je le veux tatouer sur ma cuisse avec ma citation de Salinger. Bref, il est magnifique cette histoire, enfin ce roman est magnifique, je l'ai adoré. Je vous renvoie vers mon point lecture parce que j'en parle plus en détail. Je disais que je savais pas parler des romans, mais a priori je sais bien en parler, donc allez voir ce point lecture.
Je vais le mettre aussi en barre d'infos, mais vraiment j'ai adoré cette histoire. C'est une romance FF où, comment elle s'appelle, où Jessica est folle amoureuse de Vivi. Vivi décède d'une maladie toute bête, mais voilà, du jour au lendemain elle disparaît et Jessica ne s'en remet pas, elle est dévastée. Il est question d'art dedans, il est question de deuil, de chagrin, de colère aussi, beaucoup de colère, et ça fait du bien de voir des femmes qui sont en colère. Et voilà, c'était génialissime, j'ai adoré, et du coup je l'ai acheté en papier à Montreuil et je vous le recommande vivement, 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 vraiment. Je crois que c'est le seul livre que je vous recommanderais parmi toute cette liste, alors qu'il y en a des très bons hein, dedans, mais celui-là c'est... Ensuite, je vous ai suffisamment blasé avec cette saga, mais on va en rajouter une couche. Chasseuse de la nuit de Janine Frost. Là j'ai le tome 1, il est génialissime. Dedans on suit Kat qui est une hybride, en tout cas elle n'est pas tout à fait humaine. Parce que sa mère a été violée par un vampire et depuis sa mère déteste les vampires et elle a un petit peu la haine contre Kat. En fait c'est sa fille donc elle l'aime mais en même temps elle aime pas ce qu'est Kat. Et Kat depuis des années elle est chasseuse de vampires, elle chasse les vampires, elle veut tous les tuer pour venger sa mère et retrouver son père et le détruire, un petit peu dans cette vengeance là. Jusqu'au jour où elle va vouloir tuer Bones, sauf que Bones n'est pas un jeune vampire, Bones est un vampire de plus de 300 ou 400 ans, je ne sais plus, et Bones va lui dire bah moi aussi je cherche à les tuer, donc si tu veux on s'allie et on va les tuer ensemble. Oh, c'est génial, j'aime pas du tout la Beatlit, c'est vraiment un genre que j'ai vraiment beaucoup de mal en fait à trouver la saga, et tout le monde m'a dit ouais Charlie Davidson tu vas adorer, j'ai lu, j'ai détesté, j'étais là enfin j'ai pas détesté mais j'ai vraiment pas aimé. Et quand j'ai découvert cette saga, parce que Queenie en a parlé, parce que Robin en avait parlé précédemment et j'avais pas retenu le titre, mais c'était bien cette saga aussi, du coup il m'avait grave donné envie et je lis à chaque fois un tome par mois pour essayer de m'en préserver. Je sais qu'il y a une saga spin-off aussi, même deux je crois, mais ce sera pas tout à fait pareil. Et j'adore Kat et Bones. Je pensais être amoureuse de Bones, mais en fait mon véritable amour c'est Kat, genre vraiment femme de ma vie, je la veux. Je la désire. Bref, cette saga est génialissime. Si vous aimez la Beatlit, c'est sûr que vous aimerez. Et si vous n'aimez pas la Beatlit, franchement, tentez votre chance parce que la moi de 14 ans qui disait du Twilight, eh ben, elle est grave contente d'avoir ça maintenant à 26 ans, quoi. Parce que c'est un petit peu un glow-up. Mais c'est super bienveillant. Ça a été écrit il y a plus de 10 ans maintenant et c'est beaucoup plus en avance que certains romans qui datent de 2019, donc voilà, j'adore ce livre, lisez cette saga, c'est génialissime. Il y a deux romans jeunesse que j'ai à vous présenter, ainsi qu'un essai, et après un autre roman un petit peu à part, je vous le garde pour la fin parce que j'ai trop hâte de vous en parler. Bref, là j'ai envie de vous parler de Jefferson de Jean-Claude Monleva, qui est un livre génialissime, qui est soi-disant destiné aux enfants. Moi j'avais rencontré Jean-Claude Monleva au Quai du Polar, j'avais déjà lu ce livre, du coup j'ai ma petite dédicace dedans, voilà. J'ai une super discussion avec lui, vraiment hyper bienveillant, c'est genre le papy que tout le monde rêve d'avoir, vraiment j'ai trouvé hyper attachant, hyper drôle, enfin bref j'adore. D'ailleurs j'étais la seule qui venait pour elle-même alors qu'il y avait que des enfants ou des parents d'enfants autour de moi, c'était drôle. Enfin, c'était pas drôle, c'était un peu cocasse quoi. Jefferson, c'est l'histoire d'un écureuil. D'un écureuil qu'est-ce que je dis? C'est l'histoire d'un hérisson qui va chez son coiffeur et en allant chez son coiffeur, il le retrouve mort et en fait lui il va retirer les ciseaux de son abdomen en mode oh là là, ou de son dos, je sais plus quelle partie de son corps, en mode oh là là je vais te sauver. Sauf que il va être pris sur le fait d'une petite mamie qui était en train de passer ou qui se réveillait de son brushing ou que sais-je. Son brushing, enfin de son... Bref, on s'en fout des détails. Toujours est-il que Jefferson est accusé et Jefferson va devoir se cacher et s'enfuir et il va atterrir dans le monde des humains et il va rencontrer toute la... Enfin, il va se découvrir toute la machination qu'il y a autour du trafic d'animaux et un petit peu tous les secrets qui se cachent sous ce meurtre, etc. C'était hyper intéressant, c'est le premier thriller enfant, enfin pour enfants, jeunesse, que je lis de ma vie et c'est génialissime. En fait c'est sur la cause animale, donc c'est pour ça que je l'ai autant aimé. Et quand j'ai rencontré Jean-Claude Monleva, il m'a dit, en fait je sais pas s'il est végétarien, mais en tout cas il m'a dit, je suis pas contre le fait de manger des animaux, je pense juste qu'il faudrait le faire avec parcimonie, qu'il faudrait bien le faire et pas traiter les animaux pareil, et pas traiter les animaux de cette manière. Je suis végétarienne donc clairement j'abolis tout ça, donc j'étais vraiment surprise de son discours et là-dedans c'est aussi un discours bienveillant et pas tellement extrémiste et je pense que c'est ça qui peut parler. Et il m'expliquait qu'en fait beaucoup de parents étaient choqués par ce livre, par cette histoire, alors que les enfants ne voient pas le mal parce que c'est la réalité, c'est tout, et on ment pas aux enfants et les enfants ne le comprennent pas de notre manière à nous. Bref, c'était une super lecture, je vous la recommande à 10 000%, c'était parfois drôle, c'était parfois cocasse, c'est un beau petit livre, c'est plutôt, alors on dit du jeunesse, mais on est quand même sur des enfants de 11-12 ans parce que c'est des lectures qu'on fait souvent au 6ème et c'est super bien qu'ils aient ce genre de livre. Pourquoi j'avais pas ça à l'époque?
on ne sait pas. Donc voilà, c'est très très bien, j'ai adoré et je vous le recommande à 15 000, 20 000, enfin, tous les livres de toute façon je vous les recommande, mais lui c'était vraiment à la fois mignon. Et aussi une grosse chose que j'ai oublié de parler, c'est que du coup il y a une sorte de racisme, enfin de discrimination entre les animaux, et pour moi ça fait un gros parallèle avec le racisme actuel. Comme un homme blanc, on n'accusera jamais un homme blanc comme on accuse un homme noir aux États-Unis, comme on accuse un arabe en France. Donc voilà, c'était une grosse morale de l'histoire, c'est surtout au début de l'intrigue, mais je trouve ça important de le mentionner. Et le deuxième petit livre jeunesse que j'ai mis, c'est Orphea Fabula, le tome 4. Oui, c'est Marie qui l'a écrit, Marie elle est toute gentille, elle est géniale, et voilà. Il est dédicacé, hein, parce que j'ai été à Montreuil juste pour que... Enfin non, j'ai pas été à Montreuil juste pour ça, mais... Oh, j'avais même pas lu la dédicace, oh, elle est tellement mignonne, Marie. Oh. Bref, j'ai découvert Marie Alino grâce à Orphea Fabula, je la connais depuis un peu plus d'1 an maintenant. J'avais lu le tome 1 qui est sur l'Égypte, le tome 2 c'est sur Louis XIV, enfin l'époque de Versailles, etc. Le tome 3 c'est sur les Vikings et ce tome 4 c'est sur la Russie, un peu avant la révolution russe, au début de la révolution russe. C'est ma partie de l'histoire préférée au monde avec la période entre Louis XIV et Louis XVI. Genre vraiment ma vie, j'ai eu mes 2 choses en histoire, c'était celle-ci. Moi je m'en fichais de la première et seconde guerre mondiale, je sais ce n'est pas bien, il faut savoir d'où on vient, mais bah voilà, j'aime beaucoup la Russie. Bref, tout ça pour vous dire que j'adorais, enfin j'avais adoré le tome 2 qui était mon tome chouchou d'amour, je l'avais déjà fait dédicacer il y a 1 an. Et j'ai lu ce tome 4 et avec cette fin, c'était un énorme coup de cœur. Vraiment, je m'y attendais pas, il a débarqué de nulle part, j'ai adoré, j'étais là, mais c'est le meilleur tome au monde. On avance avec l'histoire. Orphea Fabula, c'est l'histoire d'une petite fille qui est une espionne, enfin les petites filles modèles, gentilles, toutes mignonnes le jour, et en fait parfois elle part dans un univers un peu alternatif, comme les Totally Spies, en fait elle remonte le temps, et là elle se retrouve projetée en Russie pour dégoter l'étoile de Saint-Pétersbourg en fait, enfin bref. Il y a une petite intrigue autour de ça et à la fin il y a un putain de cliffhanger, sauf que Marie m'a dit qu'a priori il n'y aurait pas de tome 5 parce que son éditeur est pas trop chaud. Donc je pense ouvrir une pétition juste pour faire pour qu'elle signe en fait un tome 5 parce que c'est pas possible de me laisser comme ça. Quitte à ce que le 5e soit le dernier, mais vraiment elle peut pas me laisser comme ça dans l'incertitude avec ce gros truc énorme, cette information qui tombe de nulle part et t'es là. Et voilà. Donc voilà, j'ai très envie que le tome 5 sorte parce que vraiment ce tome 4 était génialissime. Je vous recommande toute cette saga, vous pouvez lire individuellement les tomes mais c'est mieux de lire du début. Il y a un petit côté Totally Spies, un petit côté Kim Possible, si vous êtes de ma génération, vous savez tout à fait de quoi je parle et vous êtes là, ah c'est trop bien. Voilà, c'est trop bien, c'est à destination d'enfants normalement, donc il y a des choses qui sont un petit peu enfantines, mais avec moi ça le fait complètement. Et si vous avez des enfants, si vous avez des frères et sœurs, si vous avez des cousins, des cousines, des gens, sais rien, moi... Je veux dire, si vous aimez les enfants, ça fait très pédophile, mais bref, offrez ce livre parce qu'il est génialissime et on a besoin de ça. Et en plus, enfin, je sais pas, une petite fille qui a les cheveux roses, qui voyage dans le temps, mais ça fait rêver. Je rêvais d'avoir les cheveux roses quand j'avais 8 ans. Donc voilà, achetez ce livre, il est génial, soutenez Marie. Et j'espère que Pulp Fiction sortira le tome 5, enfin signera le tome 5 parce que moi je veux le lire. Il reste encore 2 livres à vous présenter, je vous présente rapidement. Ce sera mieux comme ça, je ne sais plus dans quel sens le mettre. Sorcière de Mona Chollet. J'ai adoré ce livre, ce n'est pas un roman, c'est de la non-fiction, c'est un essai. Alors oui, vous le voyez, il y a plein de petits post-it de partout. J'annote pas mes bouquins, mais celui-ci j'ai mis des post-it de partout parce qu'il y avait des réflexions très intéressantes. Mona Chollet est une journaliste suissesse. Et du coup c'était très intéressant de voir son point de vue un petit peu sur ce côté européen du féminisme, parce que j'ai déjà lu j'ai déjà lu des œuvres féministes, des bouquins féministes, mais de personnes pas forcément françaises ou francophones ou européennes. Et c'est vrai qu'aux États-Unis ils n'ont pas la même thématique que nous, pas la même culture que nous, donc là c'était intéressant d'avoir quelqu'un qui a la même que la nôtre. Adoré cette histoire, adoré cet essai, je n'arrive plus à parler, très intéressant, voilà, comme vous voyez j'ai beaucoup noté de choses au début de l'histoire, enfin au début du récit, enfin je ne sais plus comment on peut dire ça, j'ai beaucoup noté de choses au début de l'ouvrage, moins à la fin parce qu'il est un petit peu plus question de choses sur l'âge, le vieillissement. Et à 26 ans je suis pas tellement concernée par tout ça, vous comprenez bien, hein, je ne sais pas ce que c'est d'être vue comme une Marissou ou que sais-je. Donc voilà, bref, j'ai adoré, c'est un énorme coup de cœur. Je pense faire une deuxième partie à cette vidéo parce que je me rends compte que ça fait déjà 20 minutes que je parle, donc je vais pas vous faire une vidéo de 3/4 d'heure.
mais après les coups de cœur je vous ferai une vidéo sur mes très bonnes lectures, vraiment des livres que j'ai adorés mais il n'y a pas les petites étincelles. Et il y aura un autre récit, il y aura un autre ouvrage de Mona Chollet, mais voilà, en attendant je vous présente Sorcière, la puissance invaincue des femmes. Vous avez dû voir passer de partout, il y en a qui controversent un petit peu tout ça, il y a un petit peu des gens qui contredisent je suis une jeune femme célibataire sans enfant, donc je ne peux qu'adhérer à ce que dit Mona Chollet parce que je suis complètement concernée par son ouvrage. Il y a un côté historique, un côté politique, il y a plein de choses qui sont mêlées et c'était très intéressant. Et Mona Chollet écrit très bien, c'est accessible, c'est pas non plus trop d'informations, il y a quelques chiffres, il y a quelques données et voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé, donc je vous le recommande aussi. Enfin, le dernier livre que j'ai à vous présenter, je ne l'ai pas encore en papier mais ça ne saurait tarder, j'attends de le trouver en occasion dans un prix plutôt abordable. C'est une lecture récente qui date de début décembre, fin novembre, je ne sais plus, début décembre je crois, qui est tout à fait de saison puisqu'il s'agit de Vous faites quoi pour Noël de Karen Pont. J'avais déjà lu Karen Pont avec 2 de ses ouvrages, je ne sais plus lesquels, mais j'avais bien aimé, c'était du feel good, mais un bon feel good, vous voyez un petit peu dans le genre de Agnès Martin-Lugan. Et j'aime beaucoup ce genre d'histoire ou de, comment elle s'appelle, Virginie Grimaldi, même si je l'ai jamais lu, c'est un petit peu le même genre. Je l'avais déjà lu, je l'avais bien aimé, c'était pas une autrice que j'affectionnais particulièrement, mais Ludo a parlé de Vous faites quoi pour Noël dans des stories Instagram, il en a beaucoup parlé et il a expliqué que ce roman, Karen l'avait écrit entre guillemets pour lui, enfin bref il était impliqué là-dedans etc. Et je comprenais pas pourquoi, et après l'avoir lu, voilà, on comprend pourquoi, et enfin vraiment c'est presque une ode à Ludo finalement, et c'était très mignon, c'était très... Alors déjà le côté que ce soit dédié à Ludo... qui est je pense un ami. J'ai beaucoup du mal à qualifier les gens mais vraiment je m'entends bien avec Ludo, on parle souvent donc j'étais vraiment très touchée de lire une histoire entre guillemets sur lui en tout cas qui le concernait. Et la deuxième chose c'est que c'est une super romance de Noël qui n'est pas qu'une romance de Noël, c'est pas un truc cucul la praline, il y a de l'humour, il y a des animaux, il y a une petite histoire d'amour. Alors oui on sait du début ce qui va se passer à la fin mais bien sûr on n'est pas bête, c'est une romance de Noël donc on le sait. Mais voilà, et vous voyez la personne, et vous voyez l'héroïne elle s'appelle Pauline, et je vous disais que je détestais quand les personnages ils portaient mon prénom, et bien à la fin, j'ai complètement oublié le fait qu'elle s'appelait Pauline, et même limite j'aurais voulu que ce soit moi, donc ça me dérangeait plus, genre appelle-moi Pauline, ça me va. C'était une super histoire, j'ai adoré, c'était magique. Vraiment, cette année je me sentais pas totalement, je me sens même pas tellement dans l'ambiance de Noël, dans l'esprit de Noël. Il y a les grèves, il y a les réformes, il y a tout ça, je trouve que ça avait une mauvaise ambiance. L'année dernière j'étais aux Pays-Bas juste avant Noël, du coup j'étais vraiment dans cette magie, enfin c'était pas mon... Déjà je me retrouvais dans un pays que j'adorais, j'étais dans cette ambiance, c'était mes vacances, j'étais trop bien. Et je passais Noël en famille, cette année j'ai passé au travail donc c'est quand même pas la même ambiance, même si j'ai cuisiné pendant 24 heures, mais bref, cette année c'est pas tout à fait pareil, et en fait quand j'ai lu Vous faites quoi pour Noël, j'ai retrouvé cette magie de Noël, vraiment je me suis sentie mais super bien, j'ai trouvé que c'était une très belle histoire, que c'était bien amené, que tout allait bien en fait, tout était très bien, je sais même pas les mots parce que c'était génialissime, c'était très bien amené, c'était très bien fait, il y avait tout qui allait, c'était mignon mais pas trop, c'était pas... Enfin c'était mignon mais ça allait pas au-delà de cucu, c'était ça mais ça allait pas... C'était tout hyper bien équilibré et c'était magique en fait, j'ai vraiment aimé et c'est la première fois de ma vie qu'en finissant un bouquin, je me suis juste dit je vais aller voir l'autrice pour la remercier. Genre vraiment je pouvais même pas attendre de la voir potentiellement dédicace parce que j'aimerais bien faire ça mort en poche l'année prochaine et potentiellement la voir, mais là j'étais juste là non en fait je peux pas rester avec ces sentiments, j'ai besoin de lui dire à quel point j'ai aimé son livre. Donc c'était un truc comme 23h30, 23h, 23h30, j'ai foncé sur Instagram, j'ai cherché Karen Pont juste pour lui dire que j'avais adoré son roman et que c'était génial et que bah merci en fait, juste merci parce que c'était génialissime. Les coups de cœur que je vous ai présentés précédemment, hormis Le secret du colibri, autrement c'est tous des coups de cœur que j'ai eu en début d'année, vraiment dans la première partie de 2019. Et là d'avoir ce livre qu'au début j'ai eu du mal à rentrer dedans et d'un seul coup tu te prends une claque parce que c'est génial et que c'est juste parfait en fait, bah voilà, voilà, c'était juste parfait, j'ai plus les mots. J'ai vraiment adoré cette lecture et je vous la recommande. Alors je sais que là techniquement c'est Noël, vous avez plus trop envie de lire des romances de Noël, mais celle-ci elle vaut le détour. Et moi je fais partie de cette team qui lit des histoires des romances de Noël, même au mois de juillet, ça me dérange pas, je regarde Love Actually tous les étés. Et je me crois au mois de décembre alors qu'il fait 40 degrés, que je suis en short et brassière, ben c'est pas grave, je me crois quand même dans cette ambiance de Noël. Donc voilà, je pense que vous pouvez le lire entre guillemets en toute saison, en tout cas si vous le lisez au mois de janvier ça posera pas de problème. Et pour les grands amoureux de Noël ça permettra même de prolonger les fêtes, donc voilà, j'ai adoré cette histoire, je l'attendais pas, c'était le coup de cœur que j'attendais pas et qui m'est tombé dessus et j'étais là mais... J'étais pas du tout dans un mood de Noël et en fait il a réussi à me mettre dans cette ambiance là et juste pour ça bah merci Karen Pont, merci Ludo, merci Michel Lafon de la faire publier, de l'avoir publié et voilà
je déborde d'amour. Voilà, c'en est tout pour cette vidéo de mes coups de cœur de l'année 2019. Je vais faire une troisième partie à ce petit ensemble avec mes très bonnes lectures de l'année 2019. Il n'y en aura que 7, mais je ne peux pas faire durer cette vidéo pendant 45 minutes, c'est pas possible, ça va être tellement pénible pour vous, voilà. Donc je vous préviens qu'il y aura une troisième partie qui sortira je pense le 31 décembre ou le 1er janvier pour qu'on conclue vraiment l'année 2019 et qu'en 2020 on puisse repartir avec de nouvelles lectures, avec de nouveaux auteurs, de nouvelles autrices, etc. Comme vous voyez dans ce classement il y a beaucoup de féminisme, de personnages LGBT, de personnages racisés. Et c'est ce que j'attends pour 2020, vraiment je vais me tourner de plus en plus vers la VO pour cette raison-ci et je prie, je croise les doigts, je fais tout ce qui est en mon possible pour que les maisons d'édition françaises se mettent à traduire des ouvrages, non pas pour leur popularité mais pour leur engagement. Et deuxième point, qui comprennent que y a de très bons auteurs et de très bonnes autrices françaises, francophones, et qu'il faut les publier plutôt que de publier une énième romance hétéro entre personnages blancs. On a marre maintenant, on veut la diversité. Bref, je vous laisse, j'espère que cette petite vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine. Bye!